Mesdames et messieurs, merci de nous rester fidèles sur votre chaîne web Info TV. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Décryptage. Dans cette émission, je reçois Josué Walahi. Il est jeune activiste au sein des mouvements citoyens, mais aussi il est membre de Appel Patriotique. C'est un mouvement créé par le docteur Denis Mukwege. Dans cette émission, on va essayer un peu de parler avec lui de l'actualité à l'Aïn, notamment l'adoption par l'Assemblée nationale de la loi sur la répartition des sièges, mais aussi l'arrestation de Salomon Escadella, un cadre de Assemblée pour la République. Monsieur Josué, là, bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup. Bonjour à nos fidèles téléspectateurs de nous suivre toujours chaque jour. Merci également à toute l'équipe qui ne cesse de penser à nous pour venir aussi intervenir dans cette émission. Merci beaucoup. D'abord, quelle est l'actualité qui vous a beaucoup plus marqué au courant de la semaine écoulée? Au courant de la semaine écoulée, si je peux parler d'actualité, j'aimerais retourner peut-être de la semaine à 8. Okay. C'est la présence du procureur de la Cour pénale internationale en République démocratique du Congo pour venir au moins s'acquérir de la situation qui se passe au Congo, mais également à repenser également à une justice transitionnelle qui est une nécessité aujourd'hui en République démocratique du Congo, afin que les auteurs des crimes soient jugés, des crimes graves soient jugés, mais également qu'il y ait réparation des victimes. Ok. Parce que vous parlez de l'actualité, l'Assemblée nationale a adopté récemment la loi sur la répartition des sièges. C'est presque une dernière étape pour, en ce qui concerne la CENI et l'Assemblée nationale pour l'organisation des élections. Qu'est-ce que vous avez eu comme analyse par rapport à cette adoption? Parce que l'opposition assemblée, Martin Fayoulou l'a demandé que les députés ne puissent pas voter cette loi. C'est-à-dire qu'ils ont rejeté la loi. Mais c'est qu'il faut faire des débats sur les députés, non? Oui, bien sûr. Ils ne font plus de débats. Et donc, les députés ne votent que sur appel de leur autorité morale. Comme nous tous, nous sommes de l'Union sacrée, on vote pour la loi. Et comme nous tous, nous sommes de l'opposition, on ne vote pas pour la loi. Mais personne ne se demande pourquoi je vote cette loi et quels sont les préalables que je dois mettre dans mon esprit, quelle est cette structure mentale que je donne à cette loi avant de la voter. Et donc, il n'y a pas vraiment un esprit critique autour de... C'est quoi le problème d'abord avec cette loi que l'opposition reproche? Le problème, c'est quoi? Le problème commence même dans les préalables. Les préalables, c'est quoi? La CENI a révisé le fichier le fichier électoral. Ouais. Et donc, la révision du fichier électoral devrait être auditée par une autre structure. Mais je ne peux pas entamer un projet moi-même et être moi-même auditeur de mon propre projet. Cela veut dire que je vais ipso facto me plier derrière tout ce que je fais. Je vais juste donner une notation, soit une note de 100% à mon projet. Et je ne peux pas soulever les difficultés ou soit les couacs qui se retrouvent dans mon projet. Mais lorsque la CENI elle-même a fait l'audit du fichier électoral, c'est la preuve que la fiabilité, l'indépendance de la CENI doit être remise en doute, sa manière de faire. La CENI devrait faire recours à des structures autres que la CENI, d'autres structures de la société civile, soit il y a également des organisations qui œuvrent dans la démocratie, dans les trucs électoraux, voire même des structures internationales, à part ceux-là qui font partie de la CENI, parce qu'ils sont les exécutants du projet. Et on ne peut pas exécuter un projet et venir s'auditer soi-même. Donc ce n'est pas l'audit du fichier électoral qu'ils ont fait, ils ont juste... C'est juste des formats protocolaires, parce qu'il faut faire l'audit du fichier électoral. Ils se disent, voilà, on a fait l'audit du fichier électoral. Mais est-ce que la CENI a encore le temps pour consulter les gens et tout? Le problème, ce n'est pas le temps. Ouais. Le problème, c'est prévoir. Ils sont à 6 mois d'élection. On ne peut pas nous mettre devant un fait accompli pour nous dire qu'on n'a pas le temps de faire tout ça. Donc, lorsque la CENI est en train de concevoir le calendrier électoral, la CENI doit prévoir tout ça. Que voilà,
l'audit du fichier électoral, voilà les structures. Voilà Mais on comment est-ce dirait que que nous ferons des partenariats avec des structures qui feront l'audit. Mais venir s'auditer soi-même, c'est rien. mais jusque-là, la C'est CENI n'a pas mafia. violé son calendrier. Je ne parle pas d'une violation du calendrier. Voilà. Je parle plutôt d'inaction contre nature que la CENI a fait. Donc, je me plie derrière la bravoure de la CENI qui est en train quand même de nous montrer qu'ils ont cette volonté d'organiser les Parce élections. que d'ici le 25, il y aura le problème, ce n'est pas seulement organiser les élections, parce que les élections doivent être organisées et prouver aux gens que nous sommes en pleine démocratie. Les délais constitutionnels. Et nous ne voulons pas juste violer l'ordre constitutionnel. Les élections doivent plutôt être organisées en bonne et due forme, des bonnes élections. Et non des élections de mascarade électorale. On ne fait pas tomber, parce que ce que je suis en train de comprendre, c'est qu'il y a un braquage électoral qui est en train d'être préparé. Un braquage. Oui, par certaines personnes. Et nous, on risque toujours de rester dans ce cycle-là infernal, de nous plonger toujours dans ce genre de cambriolage électoral comme ce qui s'est passé en 2018. Donc, ce que nous devons vivre, on va voir la CENI travailler au profit de la population, et la CENI qui est l'organe censé transmettre la volonté du peuple. C'est là où le peuple s'exprime, c'est là où le peuple prouve sa souveraineté. Ce n'est pas à elle de commencer déjà à prouver dans des préalables, soit au débit que le processus sera biaisé, ou soit qu'il ne faut pas la faire confiance. La CENI devrait gagner la confiance de la population. La CENI ne devrait pas nous montrer qu'ils sont de l'union sacrée. Parce que dès lorsque tous les députés votent une loi, est-ce que tous ces députés de l'union sacrée sont d'accord? C'est ça la question qu'il faut se poser. En votant, est-ce qu'ils sont seulement d'accord? Pourquoi est-ce que les autres ne sont pas d'accord? Cela veut dire qu'il y a une question politique autour de leur vote. Mais si c'est la majorité, ce n'est pas, nous voulons changer. Et si nous, on est en train de penser influencer cette classe politique, c'est faire sortir les gens dans cette manière de faire. Quitter les trucs union sacrée, opposition pour voter une loi. Nous voulons créer une société de l'intelligence, une société rationnelle où la rationalité sera au centre de tout agissement de politiciens et tout agissement de nos autorités. Mais si un député doit uniquement voter une loi parce que c'est une loi, parce que leur autorité morale, ou soit leur chef, leur dit voilà, il faut voter cette loi, pourtant les députés en soi ne digèrent pas cette loi, je pense bien qu'on sera en train de perdre la substance même de l'Assemblée nationale. Est-ce que les revendications de l'opposition, parce que nous voyons toujours des manifestations qui se multiplient, est-ce que c'est légitime? Entre-temps, c'est la boussole de la CENI qui tourne, qui tend vers les élections. Déjà, d'ici le 25, il y aura le lancement de l'électorat. Est-ce que l'opposition n'est pas en train de se distraire et perdre le temps inutilement? Bon. En fait, moi, je n'aimerais pas parler à la place de l'opposition parce que je ne suis pas de l'opposition. Je ne suis pas également de la majorité. Mais j'aimerais juste dire que toutes les manifestations que l'opposition peut organiser, c'est dans leur droit. On ne peut pas dire que c'est illégitime que l'opposition puisse organiser leurs manifestations. On ne peut pas leur également juger des distraits qui sont dans des distractions. Parce que ils sont adultes, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Mais quand ils demandent qu'il faut revoir la structure de la CENI et tout le reste. Moi, je pense qu'à un niveau, il faut retourner en arrière. L'opposition doit être également responsable. Nous tous, pas seulement l'opposition. La majorité, nous tous, nous les Congolais, on doit être responsables de ce que nous sommes en train de faire. Parce que lorsque vous savez que préalablement, au commencement, on a voulu, lorsqu'il fallait entériner lorsqu'on avait voté monsieur Jean-Sam Malonda comme animateur de la CENI, j'avais vu ces mêmes personnes de l'opposition marcher contre Jean-Sam. Et d'autres, même l'IDPS avait marché contre Jean-Sam. Parce qu'ils ne voulaient pas que quelqu'un qui va faire un contrepoids avec le pouvoir puisse passer comme président de la CENI. Et ça a prouvé directement que cette CENI, ou soit le pouvoir en place, est en train de vouloir instaurer une dictature, et une dictature qu'on peut appeler une dictature démocrate. Donc, on vous masque que vous êtes dans la démocratie, mais vous êtes dans la dictature. En nous donnant quasiment
comme président de la CENI, c'était déjà les mauvais pas, c'était déjà un mauvais message qu'on voulait nous transmettre. Et Mais donc, il a été voté à l'unanimité par en fait, ses pairs. c'est comme la loi a été votée sur Mhm. la répartition des sièges. Mhm. Et donc, Mais c'est l'unanimité compte alors de la majorité. C'est de la même manière. Oui. En fait, il faut pas penser que lorsque la majorité vote, donc la majorité a raison. Mhm. Ça, c'est biaiser vraiment les choses. On peut voter, la majorité peut voter quelque chose, même on peut être à 10 et 9 personnes votent pour une seule chose, pourtant, la raison reste dans cette personne-là qui a refusé de voter contre quelque chose. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la raison, les Français disent que ça choque d'idées que jaillit la lumière. Et il devrait y avoir un débat, pas un débat de 24 heures sur des questions électorales. Un vrai débat. Aujourd'hui, il y a Rutshuru. Les gens de Rutshuru ont été enrôlés à Goma, certains ont été enrôlés à Goma. À Rutshuru, il n'y a pas eu enrôlement, mais également dans une partie de Nyiragongo et une partie de Massissi, parce que ce sont des parties occupées par le rebelle. Maintenant, ces gens-là qui sont là, est-ce que nous avons écouté même un seul député à l'Assemblée nationale évoquer cette question? Donc, il n'y a pas eu de débat. Parce qu'il faut évoquer ces questions. Parce que même les députés de l'opposition, même voilà. de majorité qui sont de ce coin-là, ils n'en ont pas parlé. Et d'ailleurs, on est en train d'écouter que certains députés de Rutshuru sont en train de vouloir négocier qu'il n'y ait pas élection dans les zones occupées par les rebelles et qu'on puisse les reconduire. Donc, on est dans un pays où la conscience est piétinée tout simplement parce qu'on a son intérêt quelque part. Certains de nos députés acceptent de piétiner leur propre conscience. Ils savent très bien que ce que nous faisons, ce que nous appelons par exemple union sacrée, ce n'est pas vraiment les salis pour le Congo. Nous savons que nous ne sommes pas, comme ils sont en train de s'appeler, qui sont du bon côté de l'histoire. Ils savent très bien qu'ils ne sont pas au bon côté de l'histoire. Ils sont conscients de ça. Mais parce que c'est là où leur intérêt réside, c'est là où ils vont piétiner leur conscience, piétiner, jeter leur conscience, jeter leur intelligence au profit de leurs propres intérêts égoïstes. Et c'est ce qui tue le pays lorsque je dois voter une loi, parce que notre conglomérat je ne sais pas s'il faut les appeler des aventuriers, ou soit notre structure nous appelle à voter une loi et on vote la loi, mais pas parce que je suis député et que je n'ai rien, et je ne pense pas à ma population, parce que les élus de Rutshuru, les élus de Nyiragongo, les élus de Massissi, est-ce qu'ils pensent à leur territoire? Est-ce qu'on devrait voir les Sigiobe, les d'autres, faire des grands débats faire des grands débats là-bas à l'Assemblée nationale. Malheureusement, on n'a pas vu ces débats-là. On n'a pas vu ces députés se mettre debout, même avant l'enrôlement. Dire comment est-ce que nous avons besoin maintenant, actuellement, que vous puissiez enrôler une partie de la population et laisser les Nord qui voient perdu des sièges. Qui en fait un débat? Nous savons tous la cause. Pourquoi est-ce qu'on a perdu des sièges? Parce que certains de nos citoyens n'ont pas été enrôlés. La ville de Goma a obtenu 4 sièges au lieu de 5. Est-ce que pour vous, ça va vous arranger, vous personnellement, parce que vous allez aussi être candidat? Et comment d'abord vous préparez vous personnellement pour affronter ces élections? En fait, les élections, c'est ce qui est sûr, même si on a perdu en 5 sièges, je pense bien, parce que moi, personnellement, je ne suis pas ambitieux au niveau national, mais quand même, nous avons des gens qu'on va accompagner au niveau national, et même voire même au niveau municipal, provincial, partout. Nous pensons que lorsqu'on s'engage dans une lutte, cela veut dire qu'on sait qu'on est les meilleurs. Et lorsqu'on est meilleur, on ne peut pas aller plairer parce qu'on a perdu un siège. On peut plairer peut-être. Qu'est-ce qui est à la base d'abord de la perte de ce siège? Non, c'est à cause c'est très normal. Les gens, il y a un désintéressement sur la politique. La population s'est désintéressée. Parce que lorsque la population ne s'enrôle pas, l'engouement des gens, il y a des gens qui n'ont pas été enrôlés. Oui, c'est vrai. Beaucoup de gens. Ils disent, bon, moi je ne peux pas aller là-bas parce qu'on demandait l'argent. Moi je ne peux pas aller là-bas parce que
je vais pas aller perdre le temps, se mettre debout pendant 3 jours, 4 jours, et que celui qui a payé l'argent puisse venir et passer et être enrôlé. Moi, vraiment, je préfère faire des courses et avoir, par exemple, mon passeport comme pièce d'identité, mais cette carte d'électeur, d'ailleurs, dans 2 mois, c'est une carte qui est en train de s'effacer. Donc, il y a eu un désintéressement, il n'y a pas eu de sérieux, même aux côtés de la population, même aux côtés de nos politiciens, même aux côtés de la CENI. Et du coup, la population tombe dans une déception, parce que nous avons une population déçue. Voilà pourquoi on a perdu un siège. Mais pourquoi c'est un message derrière, c'est un message. Oui, cet engouement des jeunes pour se porter candidat. L'engouement des jeunes, l'engouement des jeunes, c'est que d'abord, j'aimerais analyser ça dans trois rubriques. Et première chose, c'est que il y a certains jeunes qui veulent juste se faire voir. Ils sont pas engagés, ils n'ont pas l'engagement, et ils pensent que peut-être c'est dans la politique qu'ils peuvent trouver mieux, ils n'ont rien à faire, mais pas parce qu'ils sont engagés, pas parce qu'ils ont besoin du changement. Voilà pourquoi vous allez voir certains jeunes s'engager dans des partis politiques qui ont ruiné le pays. Donc, ils ne sont pas en train de s'engager dans la politique pour aller changer, ou soit pour aller vraiment influencer le changement, mais ils sont en train de s'engager dans la politique pour aller toujours accompagner, et c'est là qui ont tué les pays depuis plusieurs années. Ça, c'est un. Et deuxième niveau, il y a d'autres jeunes qui sont engagés, très engagés, et qui ont compris qu'il est temps, et c'est vraiment urgent, qu'il y ait rajeunissement de la classe politique, que la classe politique peut changer, et nous sommes engagés depuis plusieurs années, on s'est bâti sans être payé, sans les mandats de la population, et nous pensons qu'il est temps que nous puissions avoir les mandats de la population pour faire croître notre voix et pour arriver à une diapason élevée et d'influencer les institutions du pays. Merci beaucoup. Et à troisième niveau, si je peux terminer, à troisième niveau, il y a maintenant d'autres jeunes qui sont juste là pour se récréer. Donc, ils sont dans des récréations, ils pensent que la politique... Ils sont juste dans des récréations, ils veulent aussi apparaître et c'est fini. Voilà. Et pour répondre à ma question, comment vous vous préparez alors, personnellement? Personnellement, d'abord, on sait que me préparer à fond sur la forme, je pense que surtout le fond, c'est ce qui précède la forme. La forme précède le fond pour les juristes, mais pour les élections, moi, j'ai renversé les choses. Je préfère avoir le fond et que la forme vienne après. Et pour moi, le fond, ce n'est pas en termes de matériel. Parce que je ne pense pas que nous avons beaucoup mené un grand combat. On a sensibilisé les gens pour que les gens ne puissent pas voter les députés uniquement parce qu'on leur a donné quelque chose. Et ce n'est pas à nous d'entamer cette même ligne, de donner aussi, de chercher les moyens pour commencer à corrompre et acheter les consciences des gens. Nous nous sommes préparés suffisamment. Et au-delà de ça, nous pensons que c'est un appel patriotique. C'est un appel patriotique qui nous sommes en train de répondre à un appel patriotique. Nous sommes en train de répondre au vœu de certains citoyens qui ont compris et qui ont cru à nous, qui ont cru à notre combat. Ça, c'est le fond. La forme, c'est que les gens ont besoin de voir de visibilité, faire du bruit. Et je pense que si on nous attend beaucoup plus dans ces sphères-là, on ne va pas nous trouver. On va nous trouver dans les sphères où on sera en train de passer les messages bouche à oreille et sur les médias et partout, montrer aux gens qu'il est temps. Il est temps que nous puissions changer les choses. On ne dit pas que nous sommes les seules personnes qui peuvent apporter le changement, mais nous pensons que nous sommes parmi les rares jeunes qui peuvent apporter quand même en plus par rapport à ce que plusieurs politiciens ou soit plusieurs personnes nous ont prouvé et dans ces 3 cycles électoraux qu'on vient de vivre maintenant. Merci beaucoup. On va finir cette émission mais avec les derniers sujets. L'arrestation des bras droits de Moïse Katumbi, Salomon Escadela. Comment vous avez analysé d'abord cette actualité? Récemment, Matata Ponyo a réagi. Il a dit que l'arme attribuée faussement à Salomon Escadela appartenait à son garde du corps. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que l'arrestation de Salomon, c'est tout à fait clair. Et c'est tout à fait légitime. Pas légitime.
Mais c'est tout à fait expliqué. Les détenteurs du pouvoir public, ils sont en train de se servir de la justice pour se débarrasser de certains challengers politiques. C'est normal. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Pour moi, je ne trouve pas ça normal, mais pour eux, c'est normal. Parce que Félix Tshisekedi, il est en train de chercher partout. C'est-à-dire son arrestation est arbitraire. C'est une violation de droit. Pour moi, je pense bien qu'en voyant le temps de son arrestation, le moment également de son arrestation et les circonstances de son arrestation, nous avons vraiment des convictions à penser que c'est une arrestation arbitraire ou soit un acharnement vis-à-vis de l'opposition. Mais il est important également de souligner que moi, à une personne indépendante, il est fort. Et puis personnellement, j'ai fait les études de droit. Et donc, je ne peux pas, à un seul moment, déjà, n'est pas inculpé ou soit inculpé une personne. Je pense que Salomon, il bénéficie de la présomption d'innocence. Et comme il est entre les mains de la justice, nous pouvons quand même donner les doutes. En fait, notre justice peut bénéficier de ces bénéfices du doute. On peut accorder les bénéfices du doute à notre justice et penser qu'ils peuvent quand même arriver. On aimerait qu'ils puissent également même médiatiser ou soit mettre à nu tout ce qui est en train de se passer comme procès, tout ce qui va, on aimerait voir. Les procès n'ont pas encore commencé, mais même si les procès n'est pas commencé, n'a pas encore commencé, non, on a suivi les raisons. Qu'il a collaboré, c'est pas avec les rebelles. Il a collaboré avec les rebelles. Vous savez, lorsqu'on parle de la nation, et qu'une personne peut ou ne pas être le pouvoir des mèches, et lorsqu'il y a ce genre d'accusation, il est important d'être prudent, même dans la communication de nous tous, et d'appeler la justice en sérieux. Parce que si une fois, on est en train de le prendre et il est innocent dans tout ce qu'il est en train de faire, il est innocent, on veut juste l'acharnement, on veut juste s'attaquer à sa personne et à la personne de Katumbi. Je pense que... Vous pensez que c'est Katumbi qui est visé? Oui, normalement, lorsqu'on vise votre conseiller particulier comme ça, c'est toi qui es visé. Parce que si Salomon est dans ça, cela veut dire que Moïse Katumbi est aussi dans ça. Et donc, il est important de parler de ça avec des pincettes. C'est une affaire de la nation. Et donc, ce genre d'accusations doivent être très bien prouvées. Et nous, également, on va continuer à mener des enquêtes à notre niveau et faire des analyses à notre niveau. Et je pense que on pourra pas se prononcer, c'est une question qui est entre les mains de la justice. On pourra en train de faire également... on pourra en train d'entraver également la procédure juridictionnelle, mais il est important que nous puissions accompagner la justice. Ça, nous sommes catégoriques à ce niveau, mais que cette justice soit indépendante, que cette justice ne soit pas dictée par le pouvoir en place. Parce qu'on a compris que le pouvoir en place est en train de prendre la justice comme un petit jouet qui vont téléguider pour se débarrasser des opposants, se débarrasser des témoins gênants, et ceux-là qui peuvent être considérés comme adversaires politiques. Alors, M. Josué, nous sommes talonnés par l'État et nous sommes obligés de finir cette émission. En conclusion, comment entrevoyez-vous l'avenir de la RDC avec cette captation ou cette problématique autour de la loi sur la répartition ici, c'est-à-dire la loi électorale qui tend vers les élections, mais aussi les arrestations par l'opposition, mais aussi un message à tous les jeunes par rapport aux enjeux de l'ère, c'est-à-dire les élections, comment ils doivent se préparer, qui voter, qui n'est pas voté. Voilà, merci beaucoup. Comme vous venez de parler de l'avenir, je pense bien que c'est nous l'avenir de la RDC. C'est nos petits frères, nos petites sœurs qui vont assurer également un jour notre relève. Comme nous, on est en train de penser également aller assurer la relève parce que c'est là qui étaient comme dirigeants, ils ont failli. Au moins nous, au moins nos petits frères, ils hériteront d'un pays où nous avons quand même essayé de baliser les chemins. Nous, on est en train d'hériter d'un pays dans le chaos. Et donc, il est important que la jeunesse actuellement, que tous les jeunes conscients puissent s'engager, pas seulement en politique, mais dans tout ce que nous sommes en train de faire. L'avenir de ces pays repose sur les épaules de cette jeunesse congolaise. Cette jeunesse qui n'a cessé de réclamer ses droits au prix des sacrifices. Et aujourd'hui, comme c'est le 10,
Et aujourd'hui, un de nos héros, M. Lik Nkouloula, avait perdu sa vie en certain 10 juin. Et nous devons suivre ce combat que Lik a mené, l'espoir que Lik a planté dans beaucoup de jeunes, l'espoir que nous ne cessons de transmettre, comprenons que le Congo est grand et demande de nous de la grandeur. Et cette grandeur, c'est l'espoir. Ayons l'espoir que le Congo changera et travaillons pour que ce pays change. Arrêtons de nous borner sur nos communautés, arrêtons de nous borner sur des partis politiques qui n'ont cessé de nous diviser, arrêtons de nous borner sur certains scientifiques qui n'ont même pas prouvé leur capacité de changer les choses. Borne-nous sur l'esprit patriotique. Et c'est un appel patriotique que je suis en train de lancer à tous les jeunes, de s'engager dans ce combat et de comprendre que certains jeunes ont droit d'être portés aux élections et être choisis comme candidats. Si une fois certains jeunes échoué aux élections, nous pensons que ce n'est pas seulement ces jeunes qui auront échoué, mais c'est plutôt Goma, c'est plutôt le Congo qui sera en train toujours d'échouer. Il est important de ne plus voter ces gens-là qui ont ruiné notre pays, mais également de ne pas voter des personnes qui n'ont pas fait preuve de sacrifice, qui n'ont pas fait preuve de patriotisme dans la lutte que nous avons entamée depuis plusieurs années. Merci beaucoup, Josué. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Je vous remercie d'avoir accepté l'invitation de participer dans cette émission. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, je vous fixe un autre rendez-vous la semaine prochaine avec le même plaisir. Au revoir.